vous pensez connaître Caligula, l'empereur fou de Rome. Préparez-vous à plonger dans un monde si tordu, si grotesque, qu'il fait passer les coins les plus sombres de l'histoire pour un conte de fées. Des orgies qui ont choqué même Rome à un cheval nommé sénateur, le vrai Caligula, était un cauchemar ambulant. Et nous allons révéler des secrets que nul manuel d'histoire n'ose dévoiler. Si cette histoire vous intrigue, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et faire connaître ce récit glaçant. De l'enfant chéri à la bête. Les origines tordues de Caligula. Imaginez un jeune garçon, à peine sorti de l'enfance, adulé par tout un empire, ses boucles dorées et ses yeux brillants, lui valant le surnom de « Petite Botte » de la part des légions romaines. C'était Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, plus connu sous le nom de Caligula, un nom qui plus tard inspirerait la terreur dans le cœur d'un empire. Mais comment un prince chéri se transforme-t-il en une figure si dépravée que même les historiens romains, pourtant habitués aux excès, en frémissaient d'horreur? Plongeons dans les origines inquiétantes du règne de Caligula, où une enfance baignée de sang et de trahison a préparé le terrain pour un monstre. Caligula naît en 12 après J.O.C., fils de Germanicus, héros de guerre, vénéré par le peuple romain, et d'Agrippine, l'ancienne femme, d'une ambition féroce. Dès son plus jeune âge, il est exhibé devant les soldats dans un uniforme militaire miniature, ce qui lui vaut le surnom de Caligula, littéralement « petite botte de soldat ». Pour le public, il est le symbole de l'avenir de Rome, une mascotte angélique de la gloire impériale. Mais en coulisses, sa vie est un véritable cauchemar. Imaginez ceci, un enfant de 7 ans assistant à la destruction systématique de sa famille par la paranoïa de l'empereur Tibère, son grand-oncle et grand-père adoptif. À cet âge, son père Germanicus meurt, probablement empoisonné sur ordre de Tibère. Sa mère et ses frères sont emprisonnés affamés ou exécutés l'un après l'autre dans une purge qui laisse Caligula comme le seul survivant. Imaginez le poids psychologique de savoir que votre famille entière a été effacée pendant que vous enfants devez sourire et jouer le rôle de l'héritier loyal. Des historiens comme Suétone et Dion Cassius décrivent un jeune Caligula qui apprend tôt à masquer ses émotions. Vivant sous le toit de Tibère à Capri, il est entouré d'une cour où la débauche et la trahison sont les monnaies d'échange pour survivre. Tibère lui-même n'est pas un saint. Des rumeurs circulent sur ses jeux pervers avec de jeunes garçons et filles dans ses villas privées. Caligula, à peine adolescent, est exposé à ce monde de pouvoir absolu et d'indulgence grotesque. Les psychologues modernes pourraient diagnostiquer un traumatisme complexe, notant comment un tel environnement pourrait fracturer un jeune esprit plantant les graines du comportement erratique qui le définira plus tard. Mais voici la partie glaçante, Caligula ne se contente pas de survivre à se creuser. Il l'absorbe, apprenant à manier la peur et la manipulation comme des armes. Quand Tibère meurt, en 37 après J.C., peut être étouffé par Caligula lui-même, bien que les sources soient floues. Le jeune homme de 25 ans monte sur le trône. Rome exulte, croyant que leur petite botte inaugurera un âge d'or. Pendant les 6 premiers mois, il joue parfaitement son rôle. Il abolit des taxes injustes, restaure les nobles exilés et comble les foules de jeux de gladiateurs. Mais sous la surface, quelque chose pourrit. Ses proches commencent à remarquer des comportements étranges, des nuits sans sommeil, des éclats de rire sans raison et une obsession inquiétante pour sa propre divinité. Était-ce le traumatisme de son enfance qui refaisait surface, ou le pouvoir absolu de l'Empire avait-il libéré quelque chose de plus sombre? Un incident rapporté par Suétone
donne un aperçu de cette transformation. Lors d'un banquet, Caligula éclate soudainement de rire. Lorsqu'un courtisan lui demande pourquoi, il répond « Je ris parce que je pourrais vous faire tous exécuter d'un simple geste. » Cette remarque dite sur le ton de la plaisanterie glace l'assemblée. Ce n'est pas seulement une menace, mais une révélation. Caligula comprend le pouvoir qu'il détient, et il savoure la peur qu'il inspire. Dès lors, il commence à organiser des festins où il se présente vêtu en dieu, comme Jupiter ou Apollon, exigeant qu'on l'adore. Ces spectacles ne sont pas de simples excentricités. Ce sont des jeux de pouvoir destinés à instiller la peur et l'admiration. Imaginez être un sénateur forcé de vous prosterner devant un homme que vous avez connu enfant, qui se proclame maintenant divinité vivante. La torture psychologique est implacable. Les nobles qui hésitent risquent l'exécution pour trahison. La persona divine de Caligula n'est pas seulement une question d'ego. C'est un outil pour contrôler, transformant chaque interaction en test de loyauté. Et ces tests sont mortels. Mais si vous pensez que c'est le summum de son étrangeté, préparez-vous à être choqué. La prochaine partie explore la dépravation de sa vie personnelle, où les frontières de la moralité et de la décence sont pulvérisées d'une manière qui hantera Rome pendant des siècles. Voulez-vous que je continue à écrire la prochaine partie? Si oui, merci de me préciser les détails ou aspects que vous souhaitez que je mette en avant. Une débauche sans limite. Les excès personnels de Caligula. Si l'idée d'un empereur se proclamant Dieu vivant vous semble scandaleuse, attendez de découvrir ce que Caligula faisait dans l'intimité de son palais. Rome, une ville déjà habituée aux excès des puissants, n'avait jamais vu une débauche aussi effrénée, aussi dérangeante. Les récits de ses orgies, de ses caprices sexuels et de son mépris total pour les normes humaines dressent le portrait d'un homme qui ne connaissait aucune limite, ni morale, ni physique, ni sociale. Préparez-vous à plonger dans un monde où le pouvoir absolu a transformé un prince en prédateur, un empereur en monstre. Si vous pensez que l'histoire de Caligula ne peut pas devenir plus choquante, restez avec nous. Et n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » de vous abonner et de partager vos pensées dans les commentaires. Caligula régna à une époque où Rome tolérait des comportements que nous jugerions aujourd'hui impensables. Les empereurs organisaient des banquets somptueux, les élites s'adonnaient à des plaisirs variés, et la débauche était presque un art. Mais Caligula ne se contentait pas de suivre cette tradition. Il la transcendait, la pervertissait. Selon Suétone, un historien romain qui, bien qu'accusé d'exagération, s'appuie sur des témoignages de l'époque Caligula, transformait ses palais en scènes de spectacles si scandaleux que même les sénateurs les plus dépravés détournaient le regard. Imaginez des salles ornées de soie et d'or, remplies de centaines d'invités, nobles courtisans esclaves, forcés de participer à des fêtes qui duraient des jours entiers. Ces événements n'étaient pas de simples célébrations. Ils étaient des démonstrations de pouvoir, où Caligula imposait ses désirs les plus sombres à tous ceux qui l'entouraient. L'un des aspects les plus troublants de sa vie privée était son rapport aux femmes de sa cour, y compris ses propres sœurs. Les récits historiques, bien que parfois contestés, affirment que Caligula entretenait des relations incestueuses avec ses sœurs, notamment Drusilla, qu'il vénérait presque comme une déesse. Après sa mort prématurée en 38, après J.B.C., il la fit officiellement diviniser, un honneur rare pour une femme à l'époque. Mais ce n'était pas de l'amour fraternel. C'était une obsession malsaine. Il ordonna que des statues d'elle soient érigées dans tout l'Empire et força les citoyens à lui rendre un culte.
Imaginez être un Romain ordinaire contraint d'adorer une femme dont la relation avec l'empereur était entourée de rumeurs si scabreuses qu'on osait les murmurer. Les autres sœurs de Caligula, Agrippine la jeune et Livilla, ne furent pas épargnées. Lorsqu'elles tombèrent en disgrâce, il les exila ou les força à se prostituer dans son palais, selon Dion Cassius, transformant leur statut de princesse en une humiliation publique. Mais ce n'était pas seulement sa famille qui souffrait. Caligula avait une réputation terrifiante auprès des épouses des sénateurs. Il s'amusait à les séduire, ou plutôt à les contraindre, sous les yeux de leurs maris qui n'osèrent protester de peur d'être exécutés. Lors d'un banquet, il pouvait désigner une femme, l'emmener dans une pièce privée, puis revenir en commentant ouvertement ses performances devant l'assemblée, y compris son époux. Ce sadisme psychologique était une arme. Il ne s'agissait pas seulement de satisfaire ses désirs, mais de démontrer que personne, pas même les hommes les plus puissants de Rome, n'avait de contrôle face à lui. Imaginez l'humiliation, la terreur de ces couples forcés, de sourire pendant que leur dignité était piétinée. Ces orgies cependant allaient bien au-delà des relations humaines. Caligula avait une fascination étrange pour les animaux qui se manifestaient de manière grotesque. Les récits parlent de festins où il faisait servir des plats exotiques comme des langues de paon ou des foies de poissons rares à des invités qui devaient feindre l'enthousiasme sous peine de mort. Mais le plus étrange était son obsession pour son cheval, Ancitatus. L'histoire selon laquelle Caligula en fit un sénateur est bien connue, mais les détails sont encore plus déroutants. Ancitatus avait sa propre maison avec des serviteurs et des meubles dorés, et Caligula l'invitait à ses banquets, lui offrant du vin dans des coupes d'or. Était-ce une plaisanterie pour humilier le Sénat, une preuve de sa folie, ou un mélange des deux? Les historiens modernes suggèrent que cette histoire rapportée par Suétone pourrait être exagérée, mais elle reflète une vérité. Caligula utilisait même les animaux pour défier les normes et semer le chaos. D'un point de vue psychologique moderne, le comportement de Caligula pourrait être attribué à un trouble de la personnalité narcissique aggravé par le pouvoir absolu. Les psychiatres d'aujourd'hui noteraient son besoin constant de validation, sa cruauté gratuite et son incapacité à éprouver de l'empathie. Mais à l'époque, ces sujets n'avaient pas de tels concepts. Pour eux, il était soit un dieu, soit un démon. Cette absence de limite morale s'étendait à son corps même. Caligula souffrait de crises d'épilepsie, probablement dues à une maladie neurologique ou à l'abus d'alcool et de substances. Ces crises qu'il cachait soigneusement alimentaient sa peur de perdre le contrôle, ce qui le rendait encore plus imprévisible. Lors d'une crise, il pouvait s'effondrer en public convulsant avant de se relever et d'ordonner l'exécution de quiconque avait assisté à sa faiblesse. Imaginez être un serviteur témoin de cette vulnérabilité, sachant que votre vie dépendait de votre silence. Son palais devint un théâtre de l'absurde, où les frontières entre plaisir et terreur s'effaçaient. Les invités étaient forcés de boire jusqu'à l'évanouissement, de danser jusqu'à l'épuisement, ou de participer à des jeux sexuels orchestrés par l'empereur lui-même. Refuser, c'était risquer la mort. Accepter, c'était perdre toute dignité. Les récits parlent de sénateurs contraints de se déguiser en femmes ou en animaux pour amuser Caligula, qui riait aux éclats devant leur humiliation. Et pourtant, au milieu de cette débauche, Caligula pouvait être étrangement généreux. Il distribuait des fortunes à des courtisans qu'il aimait, organisait des spectacles gratuits pour le peuple ou libérait des prisonniers sur un coup de tête. Cette imprévisibilité, alternant entre générosité et cruauté, rendait son entourage encore plus terrifié,
car personne ne savait jamais ce qui viendrait ensuite. Mais si ses excès personnels étaient choquants, ils n'étaient qu'une facette de sa folie. La prochaine partie explore comment Caligula a transformé son empire en un cauchemar bureaucratique où sa paranoïa et ses caprices ont semé la terreur à une échelle nationale. Voulez-vous que je continue à écrire la prochaine partie? Si oui, merci de me préciser les détails ou aspects que vous souhaitez que je mette en avant. Un empire sous la terreur, la paranoïa dévastatrice de Caligula. Si les excès personnels de Caligula étaient un spectacle d'horreur, sa manière de gouverner transformait l'empire romain tout entier en un théâtre de peur et de chaos. Imaginez un monde où le moindre mot, le moindre regard pouvait vous coûter la vie, où un empereur imprévisible régnait non pas par la loi, mais par la terreur pure. Caligula ne se contentait pas de dominer. Il voulait que chaque citoyen du sénateur au paysan vive dans la crainte constante de son courroux. Cette partie explore comment sa paranoïa maladive a transformé Rome en un état de surveillance oppressant, où la loyauté était un jeu mortel et où même les institutions les plus sacrées de l'Empire devenaient des jouets entre ses mains. Si vous êtes déjà choqué par ce que vous avez lu, accrochez-vous. Et n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » de vous abonner et de laisser un commentaire pour partager ce que vous pensez de cette plongée dans la folie. Dès son accession au trône, en 37, après J.C., Caligula montra des signes de méfiance pathologique. Les historiens comme Dion Cassius rapportent qu'il voyait des complots partout, convaincu que même ses alliés les plus proches tramaient sa chute. Cette paranoïa n'était pas sans fondement. Rome était un nid de vipères, où les intrigues politiques étaient monnaie courante. Mais Caligula porta cette suspicion à un niveau inédit, transformant son palais en une forteresse et son empire en un champ de bataille psychologique. Imaginez être un sénateur, convoqué à un conseil, où l'empereur vous fixe avec un sourire énigmatique, ses yeux scrutant chaque geste, chaque mot, à la recherche d'un signe de trahison. Un faux pas, une hésitation, et vous pouviez être accusé de lèse-majesté, un crime puni par une exécution brutale. L'une des premières mesures de Caligula fut de rétablir les procès pour trahison, une pratique que son prédécesseur, Tibère, avait déjà utilisée pour éliminer ses ennemis. Mais Caligula les rendit encore plus arbitraires. Selon Suétone, il suffisait d'un rêve où il voyait un complot ou d'une rumeur rapportée par un serviteur pour qu'il ordonne l'arrestation de dizaines de personnes. Les victimes n'étaient pas seulement exécutées, elles étaient souvent torturées publiquement pour servir d'exemple. Imaginez la scène, une place publique romaine, où des familles entières, hommes, femmes, enfants, sont traînés devant une foule hurlante, leurs biens confisqués, leurs noms effacés. Tout cela parce que Caligula avait décidé sur un coup de tête qu'ils étaient des traîtres. Les archives historiques mentionnent des cas où des sénateurs furent forcés de regarder leurs proches être décapités avant d'être eux-mêmes envoyés à la mort. Mais ce qui rendait la terreur de Caligula si unique, c'était son imprévisibilité. Il pouvait un jour gracier un condamné le combler de cadeaux, puis le lendemain ordonner son exécution pour une offense imaginaire. Cette inconstance plongeait la cour dans un état de panique permanente. Les nobles vivaient dans la peur de recevoir une invitation au palais, car elle pouvait signifier une promotion ou une condamnation. Un exemple frappant est celui de Gemellus, le petit-fils de Tibère et cohéritier potentiel du trône. Caligula initialement l'adopta comme son fils, lui promettant honneur et sécurité. Mais quelques mois plus tard, il l'accusa de complot et le força à se suicider. Selon Dion Cassius, Gemellus fut contraint de s'ouvrir les veines sous les yeux de garde
un acte d'humiliation autant que de cruauté. Imaginez la terreur d'un jeune homme à peine sorti de l'adolescence, forcé de mettre fin à ses jours pour apaiser l'ego d'un empereur instable. Caligula ne se contentait pas de contrôler ses sujets par la peur. Il manipulait les institutions mêmes de Rome pour asseoir son pouvoir. Le Sénat, autrefois, un organe respecté, devint une coquille vide sous son règne. Il forçait les sénateurs à assister à des séances où il se moquait ouvertement d'eux, les obligeant à voter des lois absurdes, comme déclarer son cheval, Incitatus, consul. Ce geste, souvent interprété comme une preuve de sa folie, était en réalité une insulte calculée. Il montrait au Sénat qu'il pouvait ridiculiser leur autorité sans conséquence. Les sénateurs humiliés n'avaient d'autre choix que d'applaudir de peur d'être les prochains sur la liste des exécutions. Imaginez l'absurdité des hommes, parmi les plus puissants de Rome, contraints de saluer un cheval comme leur égal, tout en sachant que leur vie dépendait du caprice d'un empereur. Sa paranoïa s'étendait même aux détails les plus triviaux de la vie quotidienne. Caligula avait une obsession pour la sécurité de sa nourriture, convaincu que chaque repas pouvait être empoisonné. Selon Suétone, il employait une armée de goûteurs qui devaient tester chaque plat, chaque boisson, et attendre 1 heure entière avant qu'il ne touche quoi que ce soit. Les cuisines impériales étaient surveillées par des gardes armés, et chaque ingrédient, du sel au vin, était inspecté comme s'il s'agissait d'une arme. Cette méfiance s'étendait à son entourage. Il changeait régulièrement ses serviteurs, convaincu qu'ils pouvaient être soudoyés pour l'empoisonner. Imaginez être un cuisinier dans ce palais, sachant que la moindre erreur, réelle ou imaginaire, pouvait vous coûter la tête. D'un point de vue moderne, cette paranoïa pourrait être analysée comme un symptôme de troubles psychologiques graves, peut-être une schizophrénie, paranoïde ou un trouble de la personnalité borderline. Les crises d'épilepsie de Caligula, mentionnées dans la partie précédente, pourraient avoir exacerbé ses délires, le poussant à voir des ennemis partout. Mais pour ses contemporains, il n'y avait pas d'explication rationnelle. Caligula était soit un dieu capricieux, soit un démon incarné. Cette peur s'infiltrait dans tous les aspects de la société romaine. Les citoyens ordinaires, bien que moins directement touchés, vivaient dans l'angoisse de déplaire à l'empereur. Des statues de Caligula étaient érigées dans chaque ville, et les gens étaient tenus de leur rendre hommage sous peine de châtiment. Même les prêtres des temples traditionnels devaient intégrer Caligula dans leurs rituels, transformant la religion romaine en un outil de son culte personnel. Pourtant, au milieu de cette tyrannie, Caligula montrait parfois des éclairs de génie politique. Il investissait dans des projets publics grandioses, aqueducs, théâtres, ports, qui, s'ils avaient été menés par un dirigeant plus stable, auraient pu lui valoir l'admiration. Mais ces initiatives étaient souvent éclipsées par ses caprices, comme lorsqu'il ordonna la construction d'un pont flottant de 3 kilomètres à Baïse uniquement pour prouver qu'il pouvait défier une prophétie selon laquelle il avait autant de chances de devenir empereur que de traverser la baie à cheval. Il mobilisa des milliers de soldats et d'esclaves pour ce projet absurde, gaspillant des fortunes, alors que l'Empire luttait contre des crises économiques. Ce mélange de mégalomanie et de génie rendait Caligula encore plus imprévisible et terrifiant. Si sa paranoïa a transformé Rome en un cauchemar, ce n'était rien comparé à la cruauté qu'il réservait à ceux qui osaient le défier. La prochaine partie plongera dans ces actes de sadisme, où la mort devenait un spectacle et où la souffrance des autres était son divertissement favori. Voulez-vous que je continue à écrire la prochaine partie? Si oui, merci de me préciser les détails ou aspects que vous souhaitez
que je mette en avant. Le théâtre de la cruauté, les actes sadiques de Caligula. Si la paranoïa de Caligula transformait Rome en un empire de peur, sa cruauté donnait à cette peur une dimension viscérale, presque inhumaine. Ce n'était pas seulement un empereur qui punissait, c'était un homme qui prenait un plaisir malsain à orchestrer la souffrance, transformant la mort en spectacle et la douleur en divertissement. Imaginez vivre dans une ville où le dirigeant suprême pouvait, sur un caprice, ordonner des tortures si barbares qu'elles choquaient même une société romaine habituée à la violence des arènes. Cette partie explore les actes de sadisme de Caligula, où la frontière entre justice et cruauté gratuite s'effaçait, et où ses victimes, nobles serviteurs ou même spectateurs innocents, devenaient les acteurs involontaires d'un théâtre macabre. Si vous pensez que l'histoire de Caligula ne peut pas devenir plus glaçante, préparez-vous à être bouleversé. Et n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » de vous abonner et de laisser un commentaire pour partager ce que vous ressentez face à cette horreur. Caligula régnait dans une Rome où la violence était omniprésente. Les jeux de gladiateurs, les exécutions publiques et les campagnes militaires brutales étaient en des éléments de la vie quotidienne. Mais Caligula ne se contentait pas de suivre ces traditions. Il les pervertissait, les poussant à des extrêmes qui laissaient même les Romains, les plus endurcis, bouche bée. Selon Suétone, il considérait la souffrance comme une forme d'art, un moyen de démontrer son pouvoir absolu. L'une de ses pratiques les plus infâmes était d'organiser des exécutions publiques conçues pour maximiser l'humiliation et la douleur. Par exemple, il ordonnait que les condamnés soient découpés lentement, morceau par morceau, devant une foule, leurs cris amplifiés par l'acoustique des amphithéâtres. Imaginez être un spectateur forcé d'applaudir sous peine d'être accusé de trahison, tandis que l'empereur, assis sur son trône doré, riait aux éclats devant l'agonie d'un homme. Un incident particulièrement révoltant concerne un sénateur nommé Julius Canus, rapporté par Sénèque. Accusé de conspiration sur des preuves douteuses, Canus fut condamné à mort. Mais Caligula ne se contenta pas d'une simple exécution. Il força Canus à assister à un banquet la veille de sa mort, où l'empereur le railla publiquement, lui demandant s'il appréciait son dernier repas. Le lendemain, Canus fut décapité, mais pas avant que Caligula n'ordonne que son corps soit exposé pendant des heures, interdit d'inhumation, pour que les oiseaux et les chiens s'en repaissent. Cette cruauté n'était pas seulement punitive, elle était théâtrale, conçue pour terroriser quiconque envisageait de défier l'empereur. Imaginez la terreur des sénateurs présents, forcés de sourire pendant que leurs collègues étaient humiliés, sachant que leur tour pouvait venir à tout moment. Mais les exécutions n'étaient que la pointe de l'iceberg. Caligula avait une imagination débordante pour la torture psychologique. Il aimait jouer avec ses victimes, leur offrant de faux espoirs avant de les écraser. Par exemple, Dion Cassius raconte l'histoire d'un homme condamné à mort, que Caligula gracia à la dernière seconde, uniquement pour le faire arrêter à nouveau le lendemain et exécuter pour une autre accusation inventée. Cette cruauté mentale était une arme puissante. Elle brisait l'esprit des victimes bien avant leur corps. Les familles des condamnés n'étaient pas épargnées. Caligula ordonnait souvent que les proches assistent aux exécutions, interdisant les larmes ou les cris sous peine de punition. Une anecdote glaçante raconte qu'un père fut forcé de regarder son fils être torturé à mort, puis de remercier l'empereur pour sa clémence, de ne pas exécuter toute la famille. Les arènes de Rome devinrent le terrain de jeu de ces fantasmes sadiques.
Caligula ne se contentait pas des combats de gladiateurs traditionnels. Il introduisait des éléments d'horreur purs. Il faisait jeter des prisonniers sans armes contre des bêtes sauvages, mais avec une torsion. Il ordonnait parfois que les victimes soient attachées de manière à prolonger leur agonie, incapables de se défendre, mais encore conscientes, pendant que les lions ou les ours les déchiraient. Les foules initialement avides de spectacles finissaient par détourner le regard, horrifiées par l'ampleur de la cruauté. Pourtant, Caligula insistait pour que tout le monde applaudisse, transformant les spectateurs en complices involontaires de ces atrocités. Imaginez être un citoyen romain contraint d'acclamer un massacre pour sauver votre propre vie, tout en sachant que l'empereur observait vos réactions depuis son balcon. Sa cruauté s'étendait même aux détails les plus absurdes. Selon Suétone Caligula, ordonnait parfois que les condamnés soient exécutés de manière spécifique pour correspondre à ses humeurs. Une fois, il demanda qu'un homme soit scié en deux simplement parce qu'il trouvait l'idée amusante. Une autre fois, il fit noyer un groupe de prisonniers dans la mer attachés à des poids pour imiter une scène mythologique qu'il avait vue dans une pièce de théâtre. Ces actes n'avaient aucun but politique. Ils étaient purement récréatifs, un moyen pour Caligula de s'amuser. Les historiens modernes, en analysant ses comportements, suggèrent qu'il pourrait avoir souffert d'un trouble de la personnalité antisociale, caractérisé par un manque total d'empathie et un plaisir dérivé de la domination. Mais pour ses victimes, ces diagnostics n'avaient aucun sens. Elles vivaient dans un monde où la volonté de l'empereur était la seule loi. Même ceux qui échappaient de la mort n'étaient pas épargnés par son sadisme. Caligula adorait humilier ses courtisans de manière publique. Lors d'un banquet, il força un sénateur à danser nu devant l'assemblée, sous les rires des autres invités qui savaient qu'ils pouvaient être les prochains. Il ordonnait à des nobles de se prosterner devant lui, les obligeant à embrasser ses pieds ou à ramper comme des animaux. Ces humiliations n'étaient pas seulement des jeux de pouvoir. Elles étaient conçues pour détruire la dignité de ses victimes, les réduisant à l'état d'objets pour son amusement. Imaginez l'angoisse d'un homme autrefois respecté, contraint de se ridiculiser devant ses pairs, sachant que tout signe de rébellion signifiait la mort. Pourtant, au milieu de cette cruauté, Caligula montrait parfois des éclairs de générosité déconcertante. Il pouvait libérer un prisonnier sur un coup de tête, offrir des terres à un courtisan qu'il avait humilié la veille, ou organiser des distributions de nourriture pour le peuple. Ces actes n'étaient pas de la bonté. Ils étaient calculés pour maintenir son entourage dans un état de confusion et de dépendance. En alternant entre cruauté et générosité, il s'assurait que personne ne pouvait prédire ses actions, renforçant son contrôle absolu. Les psychologues modernes noteraient que ce comportement est typique des manipulateurs narcissiques qui utilisent l'imprévisibilité pour dominer leurs victimes. La cruauté de Caligula ne se limitait pas à ses ennemis ou à ses courtisans, elle touchait tous les niveaux de la société romaine. Les taxes qu'il imposait pour financer ses extravagances, comme ses banquets ou ses projets absurdes, écrasaient les citoyens ordinaires. Lorsqu'un groupe de marchands protesta contre une nouvelle taxe, Caligula ordonna que leurs étals soient brûlés et leurs familles exilées. Cette brutalité économique, combinée à ces spectacles de violence, créait une atmosphère où personne du plus humble paysan au plus puissant sénateur ne se sentait en sécurité. Mais si ces actes de cruauté étaient terrifiants, ils n'étaient qu'un prélude à la manière dont sa vie s'acheva. La prochaine partie explorera la chute de Caligula, une fin aussi chaotique et dramatique que son règne, où même la mort ne put mettre fin à son héritage de chaos.
Voulez-vous que je continue à écrire la prochaine partie? Si oui, merci de me préciser les détails ou aspects que vous souhaitez que je mette en avant. Une fin chaotique, la mort violente et l'héritage maudit de Caligula. Si le règne de Caligula était un cauchemar vivant, sa mort fut un crescendo de violence, de trahison et de chaos qui semblait presque écrit pour refléter la folie de sa vie. Imaginez un empereur craint et haï, dont les derniers instants furent aussi théâtraux et brutaux que les spectacles qu'il orchestrait. La fin de Caligula, survenue en 41, après JAC, ne fut pas seulement la chute d'un tyran, mais un événement si chargé de drame qu'il laissa Rome dans un état de choc et de confusion. Cette partie explore les circonstances macabres de son assassinat, les retombées immédiates et l'héritage étrange qu'il laissa derrière lui. Un héritage qui continue de hanter l'histoire romaine. Si vous êtes déjà horrifié par les actes de Caligula, attendez de découvrir comment son règne s'est terminé. Et n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » de vous abonner et de laisser un commentaire pour partager ce que vous pensez de cette fin tragique. En janvier 41, après JC, après seulement 4 années de règne, Caligula avait transformé Rome en un empire au bord de l'effondrement. Sa paranoïa, ses cruautés et ses extravagances avaient aliéné presque tous ceux qui l'entouraient, sénateurs, soldats, même ses propres gardes prétoriens, censés le protéger jusqu'à la mort. Selon les historiens Suétone et Dion Cassius, le complot pour assassiner Caligula prit forme dans l'ombre, orchestré par un groupe de conspirateurs mené par Cassius Chaerea, un officier de la garde prétorienne. Chaerea, un homme robuste et loyal à l'Empire, avait été humilié à maintes reprises par Caligula qui se moquait de sa voix aiguë et l'accusait publiquement de manquer de virilité. Imaginez la rage contenue d'un soldat d'élite forcé de supporter les insultes d'un empereur qu'il méprisait tout en sachant que la moindre rébellion pouvait coûter la vie à sa famille. Le 24 janvier 41, le piège se referma. Caligula, alors âgé de 28 ans, assistait à des jeux théâtraux au Palatin, une occasion publique où il se croyait intouchable. Les conspirateurs choisirent un moment où il quittait le théâtre passant par un couloir étroit, reliant le palais à l'arène. Ce couloir sombre et isolé était l'endroit parfait pour une embuscade. Selon Suétone, Chaerea frappa le premier, plongeant son épée dans le cou de Caligula, avec une telle force que l'empereur s'effondra hurlant « Je suis encore vivant !» Ces mots pleins d'arrogance, même dans l'agonie, furent son dernier défi. Les autres conspirateurs se jetèrent sur lui, le poignardant à plus de 30 reprises. Le sang de l'empereur, qui se proclamait Dieu, éclaboussa les murs de pierre, et son corps, autrefois paré de soie et d'or, gisait dans une mare écarlate. Imaginez la scène. Un empereur, autrefois tout-puissant, réduit à un amas de chair lacéré, son regard fixe, éteint par la trahison. Mais l'horreur ne s'arrêta pas là. Les conspirateurs, craignant des représailles, ne se contentèrent pas de tuer Caligula. Ils s'en prirent à sa famille pour éradiquer toute trace de sa lignée. Sa femme, Milonia Caesonia, fut assassinée, peu après poignardée dans ses appartements. Leur fille, Julia Drusilla, un nourrisson d'à peine 1 an, connut un sort encore plus atroce. Selon Dion Cassius, elle fut arrachée des bras de sa nourrice et sa tête fut fracassée contre un mur. Cette brutalité, bien que dirigée contre la famille d'un tyran, reflétait l'atmosphère de terreur que Caligula avait lui-même instaurée. Même dans la mort, il semblait avoir infecté Rome avec sa propre sauvagerie. Imaginez le silence qui suivit les serviteurs et les courtisans errant dans le palais terrifiés,
à l'idée d'être associé à l'empereur déchu ou aux assassins. Le chaos qui suivit l'assassinat fut presque aussi dramatique que le règne de Caligula. Pendant plusieurs heures, Rome fut sans empereur, une situation sans précédent dans l'histoire de l'Empire. Les prétoriens paniqués découvrirent Claude, l'oncle de Caligula, caché derrière un rideau, dans le palais tremblant de peur. Ils le proclamèrent empereur, non pas par loyauté, mais par désespoir de rétablir l'ordre. Pendant ce temps, le corps de Caligula fut traité avec un mépris qui contrastait avec sa prétendue divinité. Selon Suétone, il fut jeté dans une fosse peu profonde, à peine recouvert de terre, avant d'être finalement incinéré en secret, pour éviter que son tombeau ne devienne un lieu de culte ou de vengeance. Imaginez l'ironie, un homme qui se proclamait Dieu, réduit à une dépouille anonyme, brûlée dans l'ombre pour effacer son existence. Mais même la mort de Caligula ne mit pas fin à son influence. Son règne, bien que bref, laissa une marque indélébile sur Rome. Les sénateurs, traumatisés par des années de terreur, devinrent encore plus méfiants envers les empereurs qui suivirent. Claude, son successeur, passa son règne à tenter de restaurer la stabilité, mais les récits des atrocités de Caligula continuèrent à circuler, devenant presque mythiques. Les historiens de l'époque, comme Suétone et Tacite, écrivirent des récits si sensationnels qu'ils furent parfois accusés d'exagération. Pourtant, des découvertes archéologiques modernes, comme des inscriptions et des pièces de monnaie, glorifiant Caligula comme un dieu, confirment qu'il cherchait activement à imposer son culte. Ces artefacts trouvés dans des sites comme Pompéi montrent à quel point son emprise sur l'imaginaire romain était profonde, même après sa mort. D'un point de vue psychologique moderne, la fin de Caligula peut être vue comme l'aboutissement d'un esprit brisé par le pouvoir et la maladie. Ces crises d'épilepsie, mentionnées dans les parties précédentes, pourraient avoir aggravé ces troubles mentaux, peut-être une forme de psychose ou de trouble bipolaire selon les neuropsychologues. Mais pour les Romains, sa mort n'était pas une question de diagnostic, c'était une délivrance. Pourtant, cette délivrance avait un coût. Les exécutions massives, les confiscations de biens et les taxes écrasantes imposées par Caligula avaient affaibli l'économie romaine, et les cicatrices psychologiques laissées sur la classe dirigeante rendirent la gouvernance instable pendant des décennies. L'héritage de Caligula ne se limita pas à la politique. Il devint une figure légendaire, un symbole de ce que le pouvoir absolu peut faire à un homme et à un empire. Son nom devint synonyme de folie et de tyrannie, utilisé comme un avertissement par les générations suivantes. Même aujourd'hui, les récits de ses actes, qu'il s'agisse de son cheval sénateur ou de ses orgies macabres, continuent de fasciner et d'horrifier. Mais il y a une facette moins connue de son héritage, les réformes qu'il initia, comme l'amélioration des infrastructures portuaires, furent poursuivies par ses successeurs, bien que rarement associés à son nom. Ce paradoxe, un monstre capable d'actes de génie, rend Caligula d'autant plus énigmatique. Mais si sa mort marqua la fin de son règne, elle ne mit pas fin à son impact. La prochaine partie explorera l'héritage culturel et social de Caligula, comment ses actions ont façonné la perception des empereurs romains et comment son ombre continue de planer sur l'histoire même 2 millénaires plus tard. Voulez-vous que je continue à écrire la prochaine partie? Si oui, merci de me préciser les détails ou aspects que vous souhaitez que je mette en avant. L'ombre persistante, l'héritage culturel et social de Caligula. Si la mort de Caligula mit un terme brutal à son règne, elle ne parvint pas à effacer son empreinte sur Rome.
Comme une tache d'encre sur un parchemin, son nom et ses actes continuèrent à imprégner l'imaginaire collectif, transformant un empereur éphémère en un mythe immortel. Pour certains, il était un monstre, pour d'autres un dieu déchu. Mais pour tous, il était une énigme, une figure dont les excès redéfinirent la manière dont Rome percevait le pouvoir impérial. Cette partie explore l'héritage complexe de Caligula, de la manière dont ses actions ont remodelé la société romaine, à l'influence durable de ses frasques sur la culture, l'art et même la psychologie moderne. Imaginez un fantôme dont la présence hante encore 2 millénaires plus tard les récits d'un empire et les esprits de ceux qui étudient son histoire. Si vous êtes captivé par cette plongée dans la folie de Caligula, restez avec nous. Et n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner et de laisser un commentaire pour partager ce que vous pensez de cet héritage troublant après l'assassinat de Caligula en 41 après Jalcée. Rome était un empire en état de choc. Le chaos de son règne, ses exécutions arbitraires, ses taxes écrasantes, ses spectacles de débauche avaient laissé des cicatrices profondes, tant sur le plan politique que social. Pourtant, paradoxalement, son passage éclair au pouvoir, qui ne dura que 4 ans, eut un impact durable qui transcenda son époque. Pour comprendre cet héritage, il faut d'abord examiner comment Rome elle-même réagit à sa disparition. L'accession au trône de Claude, son oncle, fut un effort désespéré pour restaurer la stabilité. Mais Claude, un homme souvent moqué pour sa maladresse et ses infirmités, hérita d'un empire où la méfiance envers l'autorité impériale était à son comble. Les sénateurs, traumatisés par les humiliations de Caligula, devinrent plus réticents à accorder un pouvoir absolu aux empereurs suivants, plantant les graines d'une tension qui marquerait l'histoire romaine pendant des siècles. L'un des impacts les plus immédiats de Caligula fut sur la perception du pouvoir impérial. Avant lui, les empereurs comme Auguste avaient cultivé une image de divinité mesurée, presque humble, pour légitimer leur autorité. Caligula, avec son insistance à être adoré comme un dieu vivant, brisa cette façade. Selon Suétone, il avait ordonné la construction de temples en son honneur, où les citoyens devaient offrir des sacrifices à son effigie. Cette mégalomanie, bien que ridiculisée après sa mort, laissa une empreinte. Les empereurs suivants, comme Néron et Domitien, adoptèrent des comportements similaires, revendiquant eux aussi une forme de divinité. Mais ils le firent avec prudence, ayant appris des erreurs de Caligula. Imaginez un sénateur romain assistant à un rituel en l'honneur d'un nouvel empereur, se souvenant des jours où Caligula exigeait qu'on l'adore, et frissonnant à l'idée que l'histoire pourrait se répéter. Sur le plan social, le règne de Caligula amplifia la fracture entre les classes. Ses taxes exorbitantes destinées à financer ses projets extravagants, comme le pont flottant de Baïse ou ses banquets somptueux, avaient ruiné de nombreux marchands et paysans. Les élites, quant à elles, étaient divisées entre ceux qui avaient prospéré en s'abaissant devant l'empereur et ceux qui avaient perdu leur richesse, voire leur vie, à cause de ses caprices. Cette polarisation affaiblit la cohésion sociale de Rome, rendant l'Empire plus vulnérable aux crises futures. Les récits de l'époque, comme ceux de Tacite, décrivent une société où la peur avait remplacé la loyauté comme principal lien entre le peuple et son dirigeant. Imaginez être un marchand romain forcé de payer des taxes écrasantes pour financer les lubies d'un empereur, tout en craignant que votre nom ne soit ajouté à une liste d'accusés de trahison. L'héritage culturel de Caligula est tout aussi fascinant
Ces frasques, bien que scandaleuses, devinrent une source d'inspiration pour les écrivains, les poètes et les dramaturges. Les récits de Suétone et Dion Cassius, bien qu'écrits des décennies après sa mort, transformèrent Caligula en une figure presque mythologique. Ses histoires, comme celle de son cheval Incetatus, nommé consul, ou de ses orgies dans le palais, devinrent des paraboles sur les dangers du pouvoir absolu. À l'époque romaine, ces récits servaient d'avertissement. Un empereur pouvait être un dieu, mais il pouvait aussi devenir un monstre. Plus tard, à la Renaissance, les érudits redécouvrirent ces textes, et Caligula devint un symbole littéraire de la tyrannie. Shakespeare, par exemple, s'inspira des récits romains pour ses tragédies, où des rois fous et cruels rappellent étrangement le comportement de Caligula. D'un point de vue artistique, Caligula laissa une marque inattendue. Les pièces de monnaie, frappées sous son règne découvertes dans des fouilles archéologiques, montrent son visage entouré de symboles divins comme des rayons solaires ou des couronnes de laurier. Ces images destinées à glorifier son statut de Dieu vivant influencèrent l'iconographie impériale pendant des générations. Même après sa mort, les artistes romains continuèrent à utiliser ces motifs pour représenter d'autres empereurs, bien que de manière plus subtile. Imaginez un sculpteur taillant une statue d'un empereur postérieur, conscient que l'ombre de Caligula plane sur chaque trait, qu'il grave chaque symbole qu'il choisit. Mais l'aspect le plus troublant de son héritage est peut-être son impact psychologique. Les historiens modernes armés de connaissances en psychologie ont tenté de décrypter Caligula. Était-il un sociopathe incapable d'empathie, comme le suggèrent ses actes de cruauté? Souffrait-il d'une psychose aggravée par ses crises d'épilepsie et son environnement toxique? Ou était-il simplement un produit de son temps, un homme poussé à l'extrême par le pouvoir illimité? Les neuropsychologues d'aujourd'hui notent que ces symptômes, insomnie, saute d'humeur, délire de grandeur, pourraient correspondre à un trouble bipolaire ou à une lésion cérébrale causée par ces crises. Mais ces analyses, bien qu'éclairantes, ne peuvent effacer l'horreur ressentie par ceux qui vivaient sous son joug. Pour eux, Caligula n'était pas un patient, il était un fléau. Son influence s'étend même à la culture populaire moderne. Les films, les séries télévisées et les romans s'inspirent de son image de fou de Rome, bien que souvent exagérée. Des œuvres comme le film Caligula de 1979, bien que controversé pour son sensationnalisme, témoignent de la fascination durable pour cet empereur. Pourtant, ces représentations omettent souvent un aspect clé. Caligula n'était pas seulement un monstre, mais aussi un homme qui, dans ses premiers mois de règne, montra des signes de génie. Ses réformes administratives, comme l'amélioration des ports et des aqueducs, furent poursuivies par Claude et contribuèrent à la prospérité de Rome. Ce paradoxe, un tyran capable d'actes constructifs, rend son héritage d'autant plus complexe. Enfin, Caligula laissa une leçon durable sur les dangers du pouvoir absolu. Son règne prouva que sans frein ni contrepoids, un dirigeant pouvait transformer un empire en terrain de jeu pour ses pires instincts. Cette leçon résonne encore aujourd'hui dans des discussions sur la gouvernance et la responsabilité. Imaginez un historien moderne étudiant les archives romaines, frappé par la manière dont les excès de Caligula reflètent les dérives potentielles de tout système, où le pouvoir est concentré entre les mains d'un seul individu. Mais l'histoire de Caligula ne s'arrête pas là. La prochaine partie explorera un aspect encore plus étrange, les rumeurs et les mystères entourant sa vie, y compris les récits de surnaturel et les secrets que Rome a tenté d'enterrer avec lui.
Voulez-vous que je continue à écrire la prochaine partie? Si oui, merci de me préciser les détails ou aspects que vous souhaitez que je mette en avant. Les mystères et le surnaturel, les secrets enfouis de Caligula. Si l'histoire de Caligula semble déjà un cauchemar réveillé, les rumeurs et les récits surnaturels qui entourent sa vie ajoutent une couche de mystère encore plus troublante. Dans une Rome où la frontière entre le divin et l'humain était floue, Caligula, avec ses prétentions à la divinité et ses actes défiant toute raison, devint une figure autour de laquelle s'entrelacèrent des légendes, des superstitions et des secrets que l'Empire tenta désespérément d'effacer. Cette dernière partie explore les aspects les plus étranges et les moins compris de sa vie, les récits de phénomènes surnaturels, les rumeurs de malédictions et les mystères que même les historiens romains n'osaient aborder qu'à demi-mot. Préparez-vous à plonger dans un monde où la réalité et la légende se mêlent, où l'ombre de Caligula semble encore murmurer dans les ruines de Rome. Si cette exploration vous a secoué jusqu'ici, accrochez-vous pour la fin. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de laisser un commentaire pour partager ce que vous pensez de ces secrets glaçants. Dans la Rome antique, les croyances en augures, présages et interventions divines étaient omniprésentes. Les empereurs, en particulier, étaient souvent entourés d'une aura mystique, leur pouvoir étant perçu comme un don des dieux. Mais Caligula, avec son obsession pour sa propre divinité, poussa cette idée à l'extrême, brouillant les lignes entre le sacré et le profane, d'une manière qui effrayait même les prêtres. Selon Suétone, il prétendait communiquer directement avec les dieux, affirmant que Jupiter lui apparaissait dans ses rêves pour confirmer son statut divin. Ces déclarations n'étaient pas seulement des fanfaronnades, elles étaient les prises au sérieux par une population superstitieuse. Imaginez être un citoyen romain assistant à une cérémonie où l'empereur, vêtu comme un dieu, déclare avoir des visions divines. Était-ce un signe de sainteté ou une hérésie? Pour beaucoup, la réponse penchait vers la peur et Caligula semblait défier les dieux eux-mêmes. L'un des récits les plus étranges concerne une série de phénomènes surnaturels rapportés pendant son règne. Dion Cassius mentionne des éclairs frappant des temples juste avant que Caligula n'ordonne leur transformation en sanctuaire à son effigie. Les prêtres terrifiés interprétèrent ces signes comme la colère des dieux, mais Caligula les tournait à son avantage, affirmant qu'il prouvait sa puissance divine. Une anecdote particulièrement troublante raconte qu'une statue de Jupiter, en cours de transport vers un temple dédié à Caligula, se brisa spontanément, répandant des fragments de marbre sur la foule. Les spectateurs s'enfuirent convaincus qu'un châtiment divin était imminent. Caligula lui éclata de rire, ordonnant que les débris soient utilisés pour construire un autel à sa gloire. Imaginez l'effroi des prêtres contraints de participer à ce sacrilège, craignant à la fois l'empereur et les dieux qu'il servait. Mais les histoires surnaturelles ne s'arrêtèrent pas à son vivant. Après son assassinat en 41, après JRC, des rumeurs commencèrent à circuler, selon lesquelles le palais du Palatin, où il avait été tué, était hanté. Les serviteurs rapportaient des bruits étranges, des cris étouffés, des pas dans les couloirs vides. Et certains juraient avoir vu une silhouette encapuchonnée, ressemblant à Caligula, errant dans les salles la nuit. Ces récits, bien que probablement amplifiés par la peur et la superstition, reflétaient une vérité plus profonde. Caligula avait laissé une empreinte si terrifiante que même sa mort ne pouvait apaiser les esprits. Selon Suétone, Claude, son successeur,
fit effectuer des rituels d'exorcisme pour purifier le palais, mais les rumeurs persistaient. Imaginait être un garde prétorien, patrouillant dans les couloirs sombres du palais, le cœur battant à l'idée que l'empereur, assassiné, pourrait encore rôder. Un autre mystère entoure les circonstances de sa mort. Bien que l'assassinat de Caligula soit bien documenté, certains détails restent flous. Par exemple, des sources secondaires suggèrent que des membres de sa propre famille, peut-être sa sœur, Agrippine, la jeune future mère de Néron, pourrait avoir été impliquée dans le complot. Agrippine, exilée par Caligula pour des raisons obscures, avait des raisons de vouloir sa chute. Bien que les preuves soient minces, l'idée qu'une sœur ait pu contribuer à son meurtre ajoute une couche de tragédie shakespearienne à son histoire. De plus, certains historiens modernes spéculent que les conspirateurs n'agissaient pas seuls, mais avec le soutien tacite de factions sénatoriales, et même de puissances étrangères, comme les royaumes clients de Rome, épuisés par les exigences financières de Caligula. Ces zones d'ombre alimentent l'idée que son règne était si chaotique que sa fin ne pouvait être qu'un enchevêtrement de trahisons. Un aspect particulièrement étrange de l'héritage de Caligula concerne les rumeurs de malédiction. Après sa mort, certains Romains croyaient que son sang répandu dans le couloir du Palatin avait maudit l'Empire. Cette superstition fut renforcée par les crises qui suivirent l'instabilité sous Claude les guerres civiles, après Néron, et l'éventuelle chute de la dynastie Julio-Claudienne. Pour une société qui voyait des présages dans chaque événement, ces troubles semblaient confirmer que Caligula avait attiré la colère des dieux sur Rome. Même des siècles plus tard, des chroniqueurs chrétiens comme Eusèbe de Césarée utilisèrent l'histoire de Caligula comme un exemple de la décadence païenne, renforçant l'idée qu'il était une figure maudite. Imaginez un moine médiéval recopiant les récits de Suétone, frissonnant en lisant les détails des atrocités de Caligula, convaincu que son âme damnée influençait encore le monde. D'un point de vue moderne, ces histoires de surnaturel peuvent être interprétées comme des manifestations du traumatisme collectif laissé par Caligula. Les psychologues noteraient que les récits de hantises et de malédictions sont souvent des moyens pour une société de donner un sens à des événements incompréhensibles. Le règne de Caligula, avec son mélange de cruauté, de débauche et de mégalomanie, était si hors norme qu'il exigeait une explication au-delà de l'humain. Les crises d'épilepsie de Caligula mentionnées dans les parties précédentes pourraient également avoir contribué à sa légende surnaturelle. À une époque où les convulsions étaient souvent vues comme des possessions démoniaques, ces crises renforçaient l'idée qu'il était en contact avec des forces surnaturelles, ou qu'il était lui-même une entité maléfique. Les secrets entourant Caligula ne se limitent pas au surnaturel. Certains historiens modernes suggèrent que des aspects de son règne ont été délibérément occultés par ses successeurs. Par exemple, les archives détaillant ses réformes administratives, comme l'amélioration des ports ou des systèmes fiscaux, furent souvent minimisées ou détruites pour effacer tout souvenir positif de son règne. Cette damnatio memoria, une pratique romaine visant à effacer le nom d'un dirigeant déchu, fut appliquée avec zèle à Caligula. Pourtant, des inscriptions découvertes dans des provinces éloignées, comme l'Asie mineure, montrent qu'il était parfois vénéré comme un bienfaiteur par ceux qui bénéficiaient de ses projets. Ce contraste entre le monstre des récits officiels et le dirigeant célébré dans certaines régions ajoute une dernière note de mystère à son histoire. En fin de compte, Caligula reste une énigme, un homme dont la vie et la mort défient toute compréhension simple. Était-il un fou, un génie perverti
ou simplement un produit de son époque. Son histoire nous rappelle que le pouvoir absolu peut transformer un homme en quelque chose d'à peine humain, et que les échos de cette transformation peuvent résonner à travers les siècles. Si cette plongée dans les mystères de Caligula vous a secoué, cliquez sur « J'aime partager cette histoire » et laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus choqué. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets historiques aussi troublants.